gouvernait l'Empire romain de Trajan à 410 après Jésus-Christ, sous la direction de Sylvain d'Estéphane. Chapitre 3. Les sources pour étudier le gouvernement de l'Empire romain. Comment le gouvernement impérial romain a-t-il dominé un espace hétérogène de 5 millions de kilomètres carrés de terre ferme, aujourd'hui partagé entre 30 nations? Paul Veyne pour la source. Par-delà les logiques de suggestion volontaire et de délégation du pouvoir auprès des élites locales. Pour Fergus Millar, la figure de l'empereur a joué un rôle majeur dans ce processus pluriséculaire de contrôle. Il a développé l'idée fondamentale selon laquelle l'empereur était ce que l'empereur faisait. Loin de reposer sur l'application d'une constitution écrite, le gouvernement de l'Empire est avant tout fondé sur un ensemble de dynamiques multiscalaires qui gravitent autour du pouvoir central et dont les formes sont multiples. Sollicitations officielles ou officieuses, correspondances, décisions ou attributions rendues publiques. L'administration, placée au service de l'empereur, était chargée d'assurer l'équilibre et la pérennité de ce fonctionnement. Le gouvernement de l'Empire romain n'existe que parce qu'il se matérialise et s'incarne par le biais d'une variété de supports qui garantissent les liens entre le pouvoir central, ses représentants, et les communautés de l'Imperium Romanum. De l'apogée territoriale sous Trajan, de 98 à 117, au sac de Rome par Alaric en 410, le gouvernement impérial a légué de nombreuses sources, c'est-à-dire un ensemble de traces directes et indirectes qui permettent aux historiens de comprendre ses modalités d'action et d'administration. Il a en outre fait l'objet de nombreux commentaires, écrits de la part de ses contemporains, au point qu'Yves Modérant considère que l'Empire romain tardif nous a livré une telle quantité et une telle variété de documents que nous avons les moyens de connaître les contemporains de saint Augustin mieux que ceux de Cicéron ou de Périclès. Ce constat mérite d'être nuancé en fonction des moments, des contextes géographiques et des populations, tant il paraît illusoire d'imaginer que l'ensemble de nos sources constitue le reflet fidèle de la complexité de l'Empire. Gage de richesse, la densité du corpus de sources tardives pose donc bien des difficultés. En sus des traditionnels effets de source et de logique de sélection par la postérité, il convient de prendre garde à la multiplication des points de vue sur le gouvernement impérial, souvent nourris par des effets rhétoriques et des considérations politico-religieuses. Loin d'être exhaustives, ces quelques pages ont pour ambition de guider le lecteur dans la découverte des sources. Grand 1. La vision partielle et partiale des sources littéraires. Grand A. Les historiens païens. Les sources littéraires sont produites par les hommes, dans leur immense majorité, issus du milieu privilégié. Ce sont des documents partiels et orientés, qui nous sont parvenus de manière fragmentaire. Parmi les auteurs, qui ont directement ou non abordé le gouvernement de l'Empire, les historiens païens occupent une place de choix. Auteur d'une histoire romaine, en 80 livres et en langue grecque, Dion Cassius, mort après 235, est natif de Nicée, en Bithynie, qui a accompli une grande partie de sa carrière dans la Rome des Sévères, 293 à 235. Particulièrement célèbre, son 52e livre propose un dialogue fictif entre Mécène et Agrippa, qui permet de comprendre comment un homme de l'élite du IIIe siècle conçoit et définit, avec le recul qui est le sien, la fondation, puis la nature politique profonde du principat, pensée par Auguste, 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 14 après Jésus-Christ. Hérodien, mort au milieu du IIIe siècle, s'est quant à lui attelé à la rédaction en grec d'une Histoire de l'Empire après Marc, entre parenthèses on nous précise Marc Aurèle, couvrant les années 180 à 238, en s'appuyant sur de nombreuses sources officielles romaines issues pour la plupart des décisions sénatoriales et de l'administration impériale du bureau de la correspondance. Conservé de manière lacunaire, Ammien Marcellin, grec né à Antioche vers 330, a rédigé des Histoires res gestae concernant la période 96-378, ambitionnant ainsi de s'inscrire dans la continuité de l'historien et sénateur romain Tacite, mort vers 120. Seuls les chapitres consacrés à la seconde moitié du IVe siècle ont été conservés. Enfin, mentionnons l'histoire nouvelle de Zosime, mort durant le premier tiers du VIe siècle, récit en grec de l'histoire romaine de sa fondation à 410, qui dénote en raison de son hostilité envers le christianisme. Le IVe siècle est marqué par la publication de versions synthétiques de ces ouvrages historiques. Ce sont les abrégés. Parmi ceux-ci, citons les César d'Aurelius Victor, mort vers 390, sénateur et historien latin, né en Afrique du Nord, et qui s'est intéressé aux empereurs Auguste à Julien, ou encore l'abrégé de l'histoire romaine d'Eutrope, un autre sénateur rédigé en 10 livres sur demande de l'empereur Valens, mort en 378. Enfin, il convient de prendre garde à l'une des sources littéraires majeures de la période, l'Histoire Auguste.
Pour André Chastagnol, il s'agit de l'ouvrage le plus énigmatique que nous ait légué l'Antiquité. Il s'agit d'un ensemble de biographies d'empereurs, d'Adrien à Carin, de 117 à 285, soit une continuation des Césars de Suétone, mort après 122. Toutefois, le texte est jalonné de surinterprétations, de figures imposées, le bon et le mauvais dirigeant, ou encore de fantaisie. Censé avoir été rédigé par 6 auteurs des 3e et 4e siècles, l'ouvrage est en réalité le fruit de la démarche littéraire d'un seul individu, assurément un lettré païen, peut-être un pasticheur proche des milieux sénatoriaux et actif vers 400. Grand B, les auteurs chrétiens. En parallèle des sources païennes, se sont développés de manière autonome des textes chrétiens, qui entreprennent des réécritures de l'histoire sous la forme d'écrits apologétiques, c'est-à-dire de défense du christianisme. Il en va ainsi des écrits de Lactance, mort vers 325, notamment de la mort des spéculateurs. Parfois qualifié de Cicéron chrétien, ce rhéteur originaire d'Afrique a proposé une relecture de l'histoire impériale en insistant sur le châtiment mérité des empereurs jugés persécuteurs comme Néron en 54-68 ou Dioclétien de 284 à 305. L'évêque Eusèbe de Césarée, mort vers 339, a quant à lui rédigé une chronique ainsi qu'une histoire ecclésiastique, dans laquelle il narre l'histoire des chrétiens de leur origine jusqu'à Constantin, de 306 à 337. Il est intéressant de constater que le modèle de l'histoire, depuis la fondation de Rome, est totalement repensé et approprié par les auteurs chrétiens, au risque de déformer, ou à tout le moins recomposer, la perception des cadres historiques, politiques et institutionnels romains. Cette démarche inspire de nombreux auteurs chrétiens durant plusieurs générations, à l'instar de Sulpice Sévère, mort après 404, et Jérôme, mort en 419, ou encore Socrate de Constantinople, mort après 439. Cette tradition va de pair avec la valorisation de la figure du martyr, c'est-à-dire celui qui est mort pour une foi qu'il refuse d'abjurer. Le Péristéphanon, livre des couronnes du poète Prudence, mort après 404, qui comprend la célébration de la Passion, mise à mort de chrétiens, ainsi que les hymnes, en est un des exemples les plus frappants. Auteurs païens et chrétiens s'opposent bien sur leur vision de la religion et plus largement de la vie politique et sociale. C'est ainsi que Prudence a rédigé un poème, contre Symaque pour l'intituler, du nom d'un influent sénateur païen, ou Corrose, mort après 420, a développé en 7 livres des Histoires contre les païens. Bien que fondamentale, cette distinction entre documentation païenne et chrétienne est à nuancer, car ces auteurs partagent une même culture de la rhétorique, de la stylistique et de la philosophie, au point que certains auteurs païens comme Tertullien, mort vers 220, se convertissent au christianisme. À mi-chemin entre religion et considération personnelle, les confessions de l'évêque Augustin d'Hippone, 354 à 430, sont représentatives du foisonnement politique, civique et culturel qui marque l'Antiquité tardive. Grand C, lettres et panégyriques. Cette proximité sociale et culturelle permet de comprendre que les auteurs païens et chrétiens ont recours aux mêmes outils et artifices littéraires. Parmi ces derniers, les lettres et les panégyriques occupent une place de choix. Souvent considérées comme des conservations capturées, les lettres sont également des objets littéraires à part entière, notamment lorsqu'elles font partie d'un recueil. Elles sont donc à la fois des sources directes, mais aussi un support pour explorer et mettre en pratique le savoir rhétorique. Ce genre s'est particulièrement développé durant l'Antiquité tardive, au point d'en devenir une spécificité littéraire, d'après Christiana Sogno, Bradley Storin et Edward Watts. Symaque, sénateur romain et préfet de Rome en 384 et 385, nous a par exemple légué un corpus de plus de 900 lettres, dont certaines expriment son opposition à Ambroise, évêque de Milan de 374 à 397. À l'instar de ce dernier, les chrétiens se sont appropriés le genre épistolaire, au point que ce dernier est au cœur du développement de la patristique, c'est-à-dire de l'étude des ouvrages de ceux qui sont devenus, dans la pensée moderne, les pères de l'Église. Évêque de Constantinople, Jean Chrysostome, mort en 407, a rédigé quelques 400 lettres, dont un peu plus de la moitié a été conservée. Elles abordent un ensemble de considérations religieuses et dogmatiques, mais fourmillent également de détails événementiels, politiques, institutionnels, culturels et sociaux. Autre outil littéraire incontournable, le panégyrique. Il s'agit d'un discours de louange qui permet de comprendre comment le pouvoir établi peut être non seulement reconnu mais surtout encensé et défendu. Comme le note Sylvain d'Estéphane, il s'agit toujours d'un texte de circonstance, prononcé par un homme de pouvoir, et qui associe vertu privée et réussite publique. À la croisée entre littéraire et politique, ce style est magnifié par Pline le Jeune en 100,
lorsqu'il rédige le panégyrique de Trajan. Version écrite d'un discours prononcé afin de remercier l'empereur de l'avoir nommé consul suffecte, ce texte est symptomatique d'un tournant politique et théorique majeur, puisqu'il tend à donner une forme et une consistance à l'idéal jusqu'alors en gestation de l'Optimus Princeps, du meilleur empereur, ainsi qu'a pu récemment l'expliquer Jérôme Kennedy. Toutefois, c'est durant l'époque tardive que ce genre littéraire du panégyrique s'est épanoui tout autant que rigidifié, en raison du développement des manuels d'exercices oratoires. Nous connaissons 11 panégyriques, pour la période qui s'étend de Maximien à Théodose Ier, soit de 286 à 395. Les auteurs de cette collection dite des panégyriques latins ne sont pas toujours identifiés, mais il s'agit principalement de rhéteurs gaulois, comme Mamertin ou Eumène. Par-delà les poncifs, les passages obligés ou les exagérations, ces textes permettent d'étudier bien des considérations politiques, comme la question de l'usurpation, de la pourpre impériale ou les relations entre le pouvoir central et les provinces gauloises. Grand 2. Appréhender l'expression du pouvoir par l'écrit. Grand A. Les cas particuliers de Marc Aurèle et Julien. Le pouvoir impérial a régulièrement recours à l'écrit afin d'assurer la bonne administration de l'Empire. Mais l'empereur lui-même nous a rarement laissé des traces écrites directes. Il y a toutefois 2 exceptions à ce constat. Marc Aurèle, de 161 à 180, et Julien, de 361 à 363. Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle permettent de comprendre comment un membre éminent de l'élite dirigeante romaine s'approprie les courants philosophiques de son temps. Plus spécifiquement, le stoïcisme et la pensée d'Épictète. Composé de 12 livres rédigés en grec, ce document était à l'origine conçu comme un recueil privé de maximes, d'où la tonalité parfois critique des fastes de la cour impériale. Pensée, grand 1, 17 pour la source, voire de l'empereur lui-même. De Julien, nous avons pu conserver un ensemble de discours, de traités parfois polémiques contre les Galiléens, de poèmes et de lettres. Quand bien même Pline le Jeune et Fronton nous ont respectivement transmis leur correspondance avec Trajan et Marc Aurèle, ces lettres de Julien sont exceptionnelles, car elles constituent une expression directe du détenteur du pouvoir impérial, bien qu'elles aient été ordonnées, de son vivant ou a posteriori, afin de valoriser l'image de l'empereur philosophe et investi dans ses missions. Prises dans leur ensemble, les sources juliennes sont révélatrices d'un mouvement de paganisation tardive, né en réaction à la christianisation de l'Empire. Voilà qui explique pourquoi Julien et sa pensée sont devenus un repoussoir pour les auteurs chrétiens. Toutefois, pour être réfuté et condamné, son univers culturel doit être à minima connu des auteurs chrétiens, ainsi que le note Pascal Célérier lorsqu'il interroge les stratégies de Jean Chrysostome au moment où il entame la rédaction de la Passion du martyr Babylas à Antioche. Grand B, les sources juridiques et papyrologiques. Lorsqu'il est au travail, selon une expression de Fergus Millar, l'empereur consacre une partie de son temps à la production de normes législatives. De fait, la période étudiée est marquée par l'essor d'une importante littérature juridique, portée par l'action de jurisconsultes, à l'instar de Paul, début du IIIe siècle, ou encore d'Ulpien, vers 170 à 223. Ces textes juridiques sont connus au travers de compilations tardives, parmi lesquelles le Code théodosien, qui comprend des extraits de 2500 lois édictées entre 312 et 437. Le Code justinien, qui mentionne des extraits de 1500 lois édictées entre 117 et 534, ou encore la Digestée, publiée par Justinien en 532 et centrée sur des lois rédigées entre les 2e et 6e siècles. Seul le Digesté cite explicitement les jurisconsultes. La chronologie des textes de loi pose à l'historien d'évidentes difficultés d'analyse. Les compilations tardives reposent en effet sur une sélection draconienne qui n'offre qu'une image incomplète de l'activité législative des empereurs. Aussi riche soit-il, le corpus de sources juridiques ne doit pas être vu comme exhaustif et représentatif de la totalité des dynamiques de formalisation du droit impérial. Certains documents juridiques, comme la Constitution ottonine qui étend en 212 la citoyenneté à presque tous les hommes libres de l'Empire, sont connus grâce à des papyrus. Ce support végétal, particulièrement fragile car sensible à la température et à l'humidité, est souvent employé dans l'Empire, tout particulièrement en Égypte. Rassemblé dans certains recueils contemporains, comme la revue allemande Zeitschrift für Papyrologie and Epigraphik, fondée en 1967 à Cologne, la documentation papyrologique est également accessible via la banque de données papyri.info, https://papyri.info. Elle offre assez fréquemment un accès direct aux pratiques archivistiques, administratives et quotidiennes d'acteurs civils et militaires locaux.
Deux exemples célèbres permettent de prendre conscience de l'intérêt de cette documentation pour la bonne compréhension du gouvernement de l'Empire. Rédigé sur un rouleau de papyrus découvert au début des années 1930, le Feriale Duranum est un calendrier des pratiques religieuses romaines des soldats de la 20e cohorte des auxiliaires palmyréniens stationnés à Dura Europos sur l'Euphrate au temps de Sévère Alexandre de 222 à 235. Il permet de comprendre les modalités d'application du culte dit impérial jusque dans les confins du monde romain. Les quelques 175 textes d'archives papyrologiques d'Aurelius Isidorus, datés de la période 267-324, laissent de leur côté entrevoir le rôle de certains acteurs administratifs, comme les collecteurs d'impôts et la manière dont les échanges économiques s'accomplissent. On ne peut plus concrète, la documentation prend alors des formes très variées, qu'il s'agisse de contrats de vente ou de prêt, de récépissés de taxes ou de loyers. Grand C, une documentation épigraphique pléthorique. Les sources épigraphiques sont un autre moyen d'expression écrite du pouvoir. Elles correspondent à l'ensemble des documents inscrits en latin ou en grec sur des supports durables, comme la pierre ou le bronze, compilés dans des recueils comme le Corpus Inscriptionum Latinarum, CIL, amorcé par Théodore Mommsen en 1862, les Inscriptiones Latinae Selectae, ILS, le bulletin épigraphique publié par la Revue des études grecques depuis 1888, ou encore l'année épigraphique, AE. Cette documentation est de nos jours accessible grâce à des banques de données numériques. http://db.edcs.eu. Ce type de source garantit un accès direct aux décisions impériales et permet dans certains cas d'en connaître la publicité et la diffusion dans l'Empire, comme l'atteste l'exemple de l'édit des prix de Dioclétien en 301. Partiellement reconstitué grâce à des fragments trouvés en Orient, ce texte rédigé en latin et traduit en grec avait pour objectif de lutter contre l'inflation en fixant le prix de plusieurs centaines de produits du quotidien, mais également de salaires ou de transport. Les inscriptions peuvent également être révélatrices des relations entre Rome et les notables de l'Empire. Élevé en 238, le marbre de Torigny, dans le Calvados, détaille les étapes de la vie publique du magistrat et prêtre Titus Senius Solemnis et, ce faisant, renseigne sur les spécificités des carrières provinciales ainsi que sur le fonctionnement de l'Assemblée provinciale des Gaules. La mise en série des documents épigraphiques de ce type permet de développer des généalogies, des carrières et, en fin de compte, de révéler des dynamiques de groupe sur plusieurs générations. Cette démarche est au cœur des études prosopographiques depuis le XIXe siècle, qui ont donné lieu à l'établissement de répertoires de personnages comme The Prosopography of the Later Roman Empire, PLRE, dont les 3 volumes édités entre 1971 et 1992 couvrent une période qui s'étend de 260 à 641. Notons que le rôle du gouvernement impérial ne se limite pas aux carrières des magistrats de l'Empire et concerne également les soldats, ainsi qu'en attestent les diplômes militaires. Ces plaquettes de bronze accordent l'onesta missio, c'est-à-dire le congé et un ensemble de privilèges à un combattant qui achève ses années de service. Enfin, l'expression du pouvoir impérial par l'épigraphie est une réalité quotidienne pour les habitants de l'Empire. Ancêtres des panneaux indicatifs de nos autoroutes actuelles, les bornes miliaires, qui prennent la forme de colonnes de pierre, sont en général ornées d'un texte stéréotypé mentionnant un empereur, puis tout ou partie de ses titres et fonctions. Ces informations, qui précèdent toujours les indications de distance, rappellent combien le gouvernement central est omniprésent et entend s'approprier l'intégralité des espaces qui composent l'Empire. Grand 3, l'importance de la documentation non écrite. Grand A, les apports de l'archéologie. Le gouvernement de l'Empire ne s'exprime pas uniquement par l'écrit. Tout pouvoir s'incarne dans des stratégies de territorialisation et de représentation. En contexte romain, ces stratégies sont révélées par l'archéologie. Cette science consiste à identifier, ordonner, analyser et relier un ensemble de traces matérielles afin de restituer le sens des activités humaines dans un contexte environnemental et chronologique donné. Comme l'explique Jean-Paul Demoule, elle s'appuie sur un ensemble de techniques et d'étapes précises. Le repérage dans l'espace, la prospection, le travail de chantier, la mise en série, puis la publication des données. La multiplication des découvertes et des fouilles liées à l'Antiquité tardive ont permis de remettre en cause, ces dernières décennies, la perception, longtemps tenue pour vraie, d'un bas empire jugé décadent. Grand B, la représentation des figures impériales.
La représentation des figures impériales peut reposer sur divers supports, car, pour citer Sylvain d'Estéphène, déjà omniprésente dans les sources écrites, la classe dirigeante domine également le monde des arts par ses représentations et ses commandes. C'est le cas avec les mosaïques, les sarcophages, les peintures murales, mais aussi les monnaies frappées par le pouvoir romain et par les cités. Ces dernières sont compilées dans deux importants recueils, The Roman Imperial Coinage, ou RIC, http://numismatic.org/ocre/ et The Roman Provincial Coinage, ou RPC, https://rpc.ashmus.ox.ac.uk. L'étude des motifs et des localisations des émissions monétaires permet de reconstituer un ensemble de dynamiques politiques et économiques générales et régionales. Parmi les différentes formes de représentation précédemment évoquées, la statuaire connaît d'importantes mutations. Forme ô combien caractéristique de l'expansion romaine du pouvoir depuis la République, elle s'ouvre de plus en plus à l'influence du christianisme. Dès les derniers empereurs antonins, le style vériste des Romains laisse peu à peu place à une idéalisation des dirigeants. L'agrandissement des yeux, tournés vers le ciel, s'affirmant notamment comme marqueur du caractère surhumain de l'empereur. La diffusion de la statuaire impériale à Rome et dans l'Empire, ainsi que ses formes d'appropriation par les élites locales, sont révélatrices de l'ancrage affectif du pouvoir impérial dans les communautés du monde romain. Grand C. La monumentalisation du pouvoir. La période étudiée est marquée par la progressive décapitalisation de Rome, qui rend possible l'affirmation de centres secondaires de pouvoir, comme les résidences impériales disséminées en plusieurs points stratégiques de l'Empire, Trèves, Milan, Sirmium, Thessalonique, Nicomédie, Antioche. Puis la fondation d'une nouvelle cité-capitale, Constantinople, fondée en 324 et devenue capitale une génération plus tard. Tout cela permet de comprendre que le pouvoir impérial, implanté à Rome durant le Haut Empire, devient de plus en plus mobile. Surtout, ces mutations ne sont que l'expression la plus vive d'une monumentalisation au long cours du pouvoir, dont les programmes édilitaires cèdent parfois au gigantisme. Construits à la périphérie de Rome à partir des années 280, les thermes de Dioclétien, qui s'étendent sur 14 hectares, pouvaient par exemple accueillir jusqu'à 3000 personnes. Conclusion. Les sources qui permettent d'étudier le gouvernement de l'Empire romain sont nombreuses, tantôt complémentaires, tantôt contradictoires ou ambiguës. Les maîtriser suppose d'exercer un esprit critique et d'accomplir un réel et indispensable effort de contextualisation avant de les confronter. Plusieurs objets d'étude émergent alors de nos sources. La réflexion sur le vocabulaire technique et politique qu'elles emploient, la prise en compte des acteurs mentionnés, qui sont autant de sources et de relais de pouvoir, ou encore l'identification des lieux qui matérialisent la puissance publique. Les différents chapitres de cet ouvrage proposent, sous diverses formes, de guider le lecteur dans l'accomplissement de cette démarche. Fin du chapitre, rédigé par Jérôme Kennedy. Chapitre 4. Un exemple de dissertation. La Constitution antonine. Par Sylvain d'Estéphène. La Constitution antonine, Constitutio Antoniniana en latin, marque un tournant dans la romanisation du monde méditerranéen. Elle désigne l'acte normatif par lequel l'empereur Caracalla, Marcus Aurelius Severus Antoninus, a accordé en 212 la citoyenneté romaine aux pérégrins, c'est-à-dire aux individus libres, mais non romains sur le plan juridique. Caracalla et son frère Geta étaient devenus empereurs à la mort de leur père, Septime Sévère, le 4 février 211. En décembre 211, Caracalla fit assassiner Geta, accusé d'un prétendu complot, et adopta peu après la constitution antonine. Si la date de la loi et les motivations de Caracalla ont suscité bien des études, la portée de la mesure est encore plus débattue. Certains y voient une décision de première importance, quand d'autres estiment qu'elle aurait concerné un nombre limité d'individus bénéficiaires d'une citoyenneté romaine de surcroît dévaluée. Ces débats résultent du nombre limité et du caractère elliptique des mentions relatives à la constitution antonine. Les témoignages littéraires et juridiques sont brefs, et seuls les documents épigraphiques et papyrologiques révèlent la diffusion de la citoyenneté romaine à partir de 212. Ajoutons un document très étudié depuis sa publication en 1910, un papyrus fragmentaire découvert en Moyenne-Égypte et conservé à l'université de Giessen, en Allemagne, abrégé en PGIS, grand 1, 40, pour la source. La nature de cette copie locale, rédigée en grec, dépourvue de dates et de mesures d'application, reste discutée, mais il s'agirait vraisemblablement d'une copie grecque de l'original latin, plutôt que d'une introduction ou d'un résumé de la Constitution.
Elle est accompagnée dans le même papyrus d'une lettre de Caracalla, précisément datée du 11 juillet 212. En raison des débats suscités par cette mesure, on peut se demander si la constitution antonine constituait ou non une décision juridique révolutionnaire. Nous verrons tout d'abord que la constitution antonine constitue l'aboutissement d'une longue tradition d'intégration juridique qui s'accéléra considérablement sous la dynastie des Sévères, en 193 à 235. Si sa portée politique fut importante, elle n'aboutit pas à une complète homogénéisation juridique et institutionnelle de l'Empire. Grand 1, un aboutissement, la constitution antonine. Grand A, une tradition intégratrice. La conquête de l'Italie par Rome s'est accompagnée dès le IVe siècle avant Jésus-Christ de la diffusion, à titre collectif ou individuel, de la citoyenneté romaine aux populations alliées ou vaincues. La frustration de ne pas recevoir cette citoyenneté explique l'éclatement, en 91 avant Jésus-Christ, de la guerre dite sociale entre Rome et certains alliés italiens, les Soci avec 2 i. Le conflit fut réglé 2 ans plus tard par l'octroi de la citoyenneté romaine à tous les hommes libres d'Italie au sud de Pau, puis, 40 ans plus tard, entre le Pau et les Alpes. Vers la fin de la République, quelques pérégrins, ou communautés pérégrines, des provinces reçurent à leur tour la citoyenneté romaine pour leur contribution militaire. Par exemple, la cité de Gadès, en Hispanie, sur décision de Jules César. Depuis l'instauration du régime impérial, l'empereur peut accorder la citoyenneté romaine à des cités pérégrines en les élevant au rang de colonies ou de municipés de droit romain. À partir du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, les pérégrins qui se battent comme soldats auxiliaires dans l'armée romaine reçoivent la citoyenneté romaine au terme de leurs 25 ans de service, mais ne peuvent plus la transmettre à leurs descendants à partir de 140. Il existe d'autres formes plus anciennes d'acquisition de la citoyenneté, les principales étant l'exercice d'une magistrature dans une cité de droit latin, droit intermédiaire entre le droit romain et les multiples droits pérégrins, qui confèrent les droits privés mais non les droits politiques d'un citoyen romain, et l'affranchissement d'un esclave par un propriétaire lui-même citoyen romain. Si certains empereurs comme Auguste, 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, Néron de 54 à 68 ou Antonin le Pieux de 138 à 161 accordent la citoyenneté romaine avec une relative parcimonie, d'autres poursuivent le processus d'intégration au 1er et 2e siècle, en particulier les empereurs Claude de 41 à 54, Vespasien de 69 à 79 et Adrien de 117 à 138. La politique intégratrice connaît une accélération sous les Sévères, 293 à 235. Originaire de Lepsis Magna, une cité sur la côte de la Libye actuelle, dont les habitants devinrent citoyens romains grâce à Trajan, régnant de 98 à 117. Arrivé au pouvoir au terme d'une guerre civile, Septime Sévère, de 193 à 211, eut le souci d'accorder la citoyenneté romaine à des cités établies dans des provinces qui avaient jusque-là peu bénéficié de ce processus d'intégration juridique. Dans la partie latinophone de l'Empire, ce fut le cas de plusieurs cités de la province de Dacie. Dans la partie hellénophone, les promotions furent semble-t-il plus nombreuses, du moins mieux attestées, et concernent en particulier la Syrie, région d'origine de Julia Domna, épouse de l'empereur, avec la Odyssée ou Doura Europos, la Phénicie, entre parenthèses Tyr, la Judée, Tibériade, et la Mésopotamie récemment conquise. En outre, sous les Sévères, les provinciaux devinrent majoritaires dans les postes de direction de l'Empire. Néanmoins, selon Patrick Leroux, la proportion des citoyens romains devait représenter 50 à 60% des populations de l'Occident romain avant la constitution antonine. D'une province à l'autre et à l'intérieur d'une même province, les différences pouvaient être importantes. De manière générale, les citoyens romains étaient peu nombreux en Égypte, en Syrie, en Arabie, et dans les campagnes de la province d'Asie proconsulaire, ainsi que dans les provinces de Maurétanie césarienne et de Maurétanie tingitane. La tradition d'intégration juridique et politique prend un tournant avec l'empereur Caracalla, de 211 à 217, fils aîné et successeur de Septime Sévère. Grand B, Caracalla et la constitution antonine. Caracalla promulgua une constitution, comme le rappelle une citation du juriste Ulpien, un contemporain. Ceux qui vivent dans le monde romain ont été faits citoyens romains par une constitution de l'empereur Antonin. Digesté, Grand 1, 5, 17 pour la source. Le terme juridique de constitution désigne un texte normatif émanant du souverain. Depuis la fin du IIe siècle, l'empereur constituait la principale source de loi et Ulpien considérait que toute décision impériale avait valeur de loi. Hormis les lois qui investissent les empereurs à leur avènement, lois attestées jusqu'au IIIe siècle, on ne trouve plus trace de lois votées par les assemblées civiques après Nerva, en 96 à 98.
L'activité normative du Sénat a également beaucoup diminué. Sous les Antonins, à plus forte raison à partir des Sévères, l'empereur est devenu la principale source du droit. Par conséquent, il n'est pas étonnant que cette mesure, de portée générale, soit prise par un empereur, d'autant que l'octroi collectif de la citoyenneté romaine résultait le plus souvent d'une décision impériale. L'objet de la Constitution est de promouvoir presque tous les pérégrins au statut de citoyens romains, ce que confirme une allusion de l'évêque Augustin à d'Hippone au début du Ve siècle. Le privilège qui appartenait avant à un petit nombre fut étendu à tous. Cité de Dieu, Grand 5, 17 pour la source. La décision impériale s'appliquait au niveau des individus et non à l'échelle des cités. Par son ampleur, elle peut seulement être comparée aux lois qui accordèrent la citoyenneté à tous les Italiens au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Cet octroi est assorti d'une restriction, puisque les pérégrins d'éditis n'en bénéficient pas. Comme le précise un passage lacunaire de P. Giss, G-I-S-S, Grand 1, 40. Le terme de déditis désigne à l'origine des ennemis de Rome qui ont fait leur reddition sans condition, les déditio. Selon François Jacques, il s'agirait ici de peuples vaincus depuis peu ou de populations récemment rebellées. Depuis Auguste, la catégorie des déditis englobait aussi des esclaves criminels qui avaient été affranchis. Malgré cette restriction, la Constitution antonine représente une décision sans précédent dont la portée reste néanmoins discutée. Grand C, les motivations de la mesure. Les raisons de cette décision sont loin d'être généreuses, d'après le témoignage hostile de Dion Cassius, sénateur et historien contemporain de Caracalla. Citation. Tous les habitants de l'Empire furent déclarés citoyens romains sous prétexte de les honorer, en réalité pour augmenter ses revenus car les pérégrins ne payaient pas cette taxe. Histoire romaine, 68, 9, 5 pour la source. L'historien cherche à distinguer le souci officiel d'honorer les pérégrins de la cause véritable, les motivations fiscales de Caracalla. La volonté d'honorer les pérégrins était pourtant réelle puisque les promotions de pérégrins à la citoyenneté étaient perçues comme des gratifications. Elles possédaient également une dimension politique en accroissant les réseaux clientélaires de l'empereur, dont le nom était désormais porté par les bénéficiaires de la mesure. Celle-ci était originale par son caractère systématique qui consolidait le pouvoir de Caracalla, mais limitait la possibilité d'accorder ensuite cette promotion. L'empereur pouvait encore user de promotion collective en accordant le statut de colonie romaine à une cité pérégrine. Par cette constitution de peu postérieure à l'assassinat de son frère Geta, Caracalla a peut-être cherché à gagner le soutien de la population de l'Empire, en systématisant la citoyenneté romaine. Pourtant, selon Dion Cassius, les enjeux fiscaux auraient prévalu. L'intention aurait été d'étendre le nombre de personnes obligées de payer 2 taxes, l'une sur les héritages et l'autre sur les affranchissements, fixées à 5% par Auguste et perçues sur les seuls citoyens romains, voire sur tous les individus en Égypte. La première taxe, qui servait à financer la prime de départ en retraite des vétérans de l'armée romaine, était passée à 10% sous Caracalla, mesure annulée dès sa mort. Et cette décision toucha en premier lieu les grosses fortunes sénatoriales dont Dion Cassius se fait en quelque sorte le porte-parole du mécontentement. L'extension des 2 taxes à tous les habitants de l'Empire permettait d'accroître les recettes de l'État alors que Caracalla avait doublé la solde des légionnaires. Si les considérations fiscales ne sont pas absentes, elles ne sont toutefois pas déterminantes car la plupart des bénéficiaires de la Constitution antonine étaient probablement assez modestes, comme le souligne Olivier Exter. En effet, bien avant la promulgation de la Constitution antonine, les notables pérégrins avaient été les premiers à bénéficier de l'octroi de la citoyenneté par les autorités romaines afin d'encourager et de récompenser leur collaboration. Une raison religieuse aurait motivé le don de la citoyenneté romaine à tous les pérégrins selon P. Gis 1, 40 pour la source. Le passage est toutefois basé en majeure partie sur une restitution qui ne fait pas l'unanimité. Citation. Pour rendre à la majesté des dieux très sacrés les devoirs qui lui sont dus, avec toute la magnificence et toute la piété requise, je pense qu'il faut que je fasse communier dans le culte de ces dieux tous les pérégrins entrés au nombre de mes sujets. Fin de citation. La mesure témoignerait tant de la volonté de Caracalla que les habitants devenus romains honorent les dieux de Rome que de son ambition d'accorder à ses sujets une citoyenneté universelle. Ce concept est caractéristique de la philosophie néo-stoïcienne que cultivait la famille impériale et le milieu sénatorial, un contexte culturel particulièrement étudié par Chéra Corbeau. Bien qu'il livre un témoignage hostile
Dion Cassius lui-même estimait que Rome deviendrait la cité de tous les habitants de l'Empire. Histoire romaine, 52, 19, 6 pour la source, comme l'a rappelé Pierre Cosme. Le néo-stoïcisme influençait également les juristes qui ont dû encourager la promotion d'un empire universel instaurant un statut juridique commun à tous ses habitants. Ainsi, Modestin, élève d'Ulpien, déclare que Rome est notre commune patrie, dans Digeste 50, 1, 33. La mesure s'inscrit donc dans le long processus d'intégration des pérégrins dans la politique sévérine de promotion des provinciaux et dans le contexte du règne de Caracalla. La décision de ce dernier marque-t-elle pour autant la fin d'un processus ou le début d'une nouvelle ère? Grand 2, un début, les effets de la construction antonine. Grand A, l'extension de la citoyenneté aux pérégrins. Malgré les débats entre spécialistes, il est certain que la construction antonine marque une étape importante dans l'histoire de la romanisation juridique de l'Empire romain. Si les sources littéraires fournissent peu d'informations, inscriptions et papyrus apportent des témoignages précieux et sûrs. Un indice de la portée de la décision de Caracalla est la diffusion de son nom, Aurelius, parmi les pérégrins promus à la citoyenneté romaine en vertu de la Constitution. Ce critère de nature onomastique est précieux, mais ne suffit pas toujours puisque le nom d'Aurelius est également celui des empereurs Marc Aurèle, 261 à 180, et Commode, 280 à 182. En effet, par volonté de légitimer son coup de force et de s'inscrire dans la continuité de la dynastie des Antonins, Septime Sévère s'était déclaré en 195 fils de Marc Aurèle et frère de Commode, ce qui le conduisit à donner le nom dynastique Aurelius à son fils Caracalla. Après une étude quantitative menée par Bennett Salway, la gentilis Aurelius est le plus répandu dans la partie orientale de l'Empire et arrive en seconde position après Iulius dans la partie occidentale. Indice que cette dernière avait davantage bénéficié de la citoyenneté romaine que la partie orientale avant la constitution antonine. La diffusion du nom Aurelius à partir de Caracalla révèle l'ampleur de la romanisation juridique provoquée par la constitution antonine, puisque tous les nouveaux citoyens romains devaient porter le nom de l'empereur qui leur avait accordé ce nouveau statut. On observe la diffusion de la citoyenneté romaine dans des régions à majorité pérégrine. Jusque-là, comme l'Égypte, la Syrie et l'Asie mineure, on compte près de 90% d'individus avec le nom Aurelius en Lycie-Pamphylie, contre moins de 8% en Belgique où domine Iulius. D'après une estimation réalisée à l'échelle de l'Empire par Barbara Verdehirt, la proportion d'individus avec le nom Aurelius se situerait autour de 30%. Adoura Europos en Syrie, alors que les nouvelles recrues de la 20e cohorte auxiliaire des Palmyréniens comptaient un tiers de citoyens romains entre 193 et 212, la population atteint les 3/4 entre 214 et 216. De différentes régions d'Égypte provient un petit corpus de papyrus qui mentionne la constitution antonine comme une Theia Dorea, un bienfait impérial, et précise le changement d'identité des bénéficiaires désormais porteurs du nom Aurelius. Même dans les cités où la citoyenneté romaine était déjà bien attestée parmi les élites locales, la constitution antonine a accéléré la diffusion de ce statut. D'après Simone Follet, sur 3002 éphèbes attestés à Athènes par les inscriptions entre 161 et 212, seuls 21 portent le nom Aurelius. Entre 220 et 264, ils sont 336 sur 1630. Les données fournies par les inscriptions et les papyrus sont disparates, mais elles permettent de saisir la portée de la constitution antonine. Néanmoins, cette mesure ne signifie pas une romanisation intégrale, tant dans le domaine du droit que des institutions. Grand B, les limites de la diffusion de la citoyenneté. Une première limite tient du fait que parmi la population libre de l'Empire, les Dédétis n'ont pas obtenu la citoyenneté romaine. Il faut leur ajouter les pérégrins entrés sur le territoire romain après 212, ainsi que tous les individus de condition servile. En raison des sources disponibles, il est impossible d'estimer la part de la population détentrice de la citoyenneté romaine. Malgré la constitution antonine, il demeura des pérégrins dans l'Empire romain après 212 et les diplômes militaires accordant la citoyenneté romaine aux vétérans pérégrins ayant fait carrière dans l'armée romaine continuèrent à être délivrés ainsi qu'aux prétoriens jusqu'à la dissolution de ces derniers en 312. De plus, la citoyenneté romaine ayant été octroyée au niveau des individus, mais non des collectivités,
Elle n'a pas provoqué d'homogénéisation institutionnelle, c'est-à-dire que la constitution antonine n'a pas entraîné une promotion générale des cités pérégrines au rang de colonies ou de municipes de droit romain. Du coup, comme l'a bien montré l'historien Arnaud Besson, les communautés civiques conservent leur statut, leurs institutions et, le cas échéant, leurs privilèges et juridictions autrefois négociés avec les autorités romaines, ce qui laisse la possibilité aux empereurs de continuer de récompenser, après 212, une cité en lui accordant le titre de leur choix, même si les différences de statut civique sont devenues symboliques et les distinctions honorifiques. Par exemple, dans les provinces voisines d'Afrique préconsulaire et de Numidie, entre les règnes de Caracalla en 211-217 et de Galien en 260-268, 10 cités furent élevées au rang de colonies honoraires et 16 de municipés. En revanche, la constitution ottonine entraîna la disparition du droit latin, et seule demeurait la distinction, dans les anciennes cités, de droit latin entre le titre de municipé et celui de colonie. Par conséquent furent conservés les droits des cités, selon une formule de P. Gis 1.40, mais cette clause de sauvegarde repose sur une restitution du texte. Droits locaux et droits romains ont continué de coexister en vertu de la possibilité d'une double appartenance à l'échelle de sa cité et à l'échelle de l'Empire romain, et les anciens pérégrins, devenus citoyens romains, demeuraient membres de leur collectivité d'origine. La constitution antonine n'a donc pas mis un terme au processus de romanisation juridique, et le contenu même de la citoyenneté conférée aux pérégrins fait débat. Grand C, une redéfinition de la citoyenneté romaine. Force est de reconnaître que l'octroi de la citoyenneté romaine ne changea rien à la vie politique de l'Empire romain, dans la mesure où la participation du peuple romain aux institutions était de pure forme de siècles après l'établissement du principat par Auguste. Ce rôle formel, accompli en particulier lors de vote de la loi conférant au nouvel empereur ses titres et ses fonctions, s'exerçait seulement à Rome et ne pouvait concerner qu'une minorité des citoyens romains. Un rapprochement avec un passage de la table de Banassa se révèle intéressant. Cette inscription, érigée dans le nord de la Maurétanie tingitane et datée de 177, permet de mesurer la portée de la citoyenneté romaine au niveau d'une communauté. En vertu de ce document, l'empereur Marc Aurèle accorde la citoyenneté romaine à un notable mort et sa famille de la tribu des Egrenses. Mais cette promotion juridique ne modifie ni le droit de leur tribu ni les impôts dus aux autorités romaines. De manière générale, l'obtention du droit de cité romain, même après la constitution antonine, ne dispense pas des obligations envers la communauté d'origine, ni celle de la communauté envers Rome. Par conséquent, les nouveaux citoyens restent soumis à l'impôt foncier et à l'impôt par tête, à moins que le territoire de leur cité soit juridiquement assimilé au sol italien ou qu'une immunité fiscale ait été accordée à celle-ci ou à certains de ses membres, ainsi qu'aux contributions dues à leur communauté d'origine. De plus, en vertu de leur promotion juridique, les anciens pérégrins devenus citoyens romains sont désormais soumis à l'impôt sur les successions. Si l'octroi de la citoyenneté romaine maintient, voire accroît les obligations fiscales, il accorde également des droits aux bénéficiaires. Il est ainsi possible pour tout citoyen romain de s'enrôler dans l'armée pour servir comme légionnaire avec une solde supérieure à celle d'un auxiliaire. Du coup, il est possible que la constitution ottonine ait rendu difficile le recrutement d'auxiliaires, mais les corps d'auxiliaires avaient commencé à attirer des citoyens romains dès le IIe siècle. Dans le domaine du droit privé, la citoyenneté romaine, comme le droit latin, accorde le droit d'intermariage qui confère la citoyenneté du père aux enfants légitimes, de conclure des transactions commerciales, d'établir un testament et enfin de transmettre ou de recevoir un héritage, ce qui entraîne un essor du nombre de testaments postérieurs à 212 trouvés sur des papyrus égyptiens. La citoyenneté romaine apporte surtout des garanties judiciaires. Interdiction d'infliger des châtiments corporels et des peines infamantes, possibilité de faire appel au gouverneur, d'être jugé par les tribunaux de Rome ou celui de l'empereur, même si la multiplication du nombre de citoyens rendait ces droits difficilement applicables et que les peines variaient en fonction de sa position dans la hiérarchie. Malgré ces nuances, la romanisation juridique s'est accompagnée d'une romanisation culturelle. Par exemple, des particuliers se font représenter en toge sur leurs monuments funéraires dans des localités éloignées de Rome, comme Palmyre en Syrie ou en Commagène à la frontière de la Mésopotamie. Les effets peuvent se ressentir à l'échelle d'une cité, comme à Ptolémaïs en Égypte où un temple à Zeus Capitolios, c'est-à-dire Jupiter capitolin, fut érigé peu après la promulgation de la constitution antonine.
Ce culte, attesté dans les cités unies à Rome par une relation particulière, est le seul exemple de culte clairement dédié à un dieu romain en Égypte. Ce cas soulève la question du rapport entre la citoyenneté romaine et les pratiques religieuses. Si le culte impérial est en principe célébré en présence de chacun, il n'en va pas de même des divinités de la religion publique romaine. Un des buts de Caracalla aurait été de propager leur culture pour les remercier de l'avoir sauvée. Peut-être du complot. Ah ouais. Pour les remercier de l'avoir sauvé, peut-être du complot prétendument ourdi par son frère Geta. La piété de l'empereur se manifeste en particulier dans son monnayage, dont les 2/3 présentent une figure divine d'après Erika Manders. Devenus citoyens, les individus ont obligation de vénérer les dieux de Rome, à l'exception des Juifs, en raison de la liberté religieuse ancestrale dont ils jouissent contre le versement d'une taxe à une caisse spéciale, le fiscus judaicus, tandis que cette contrainte s'impose aux chrétiens. Conclusion. La constitution antonine est-elle une décision révolutionnaire? Une telle affirmation appelle de nécessaires nuances. La décision s'inscrit dans une longue tradition républicaine, puis impériale, de romanisation juridique, qui connaît son aboutissement, du moins son apogée, sous les sévères de 193 à 235. La constitution antonine est innovatrice, par sa dimension générale et son ambition universelle, au point de reconnaître, dans cette mesure, la possible application d'idées néo-stoïciennes. Ces effets sont de grande ampleur, en accélérant considérablement le processus de romanisation, non seulement juridique mais encore culturel. Il ne faudrait toutefois pas en conclure que tout l'Empire est devenu romain de manière tardive, soudaine et définitive en 212. A l'inverse, la mesure prise par Caracalla n'a pas distribué une citoyenneté romaine dévalorisée en cherchant simplement à multiplier le nombre de contribuables soumis au versement de la taxe sur les héritages. La citoyenneté romaine forme de toute évidence un statut juridique gratifiant qui accorde à ses détenteurs des privilèges judiciaires recherchés et leur offre une identité civique et culturelle valorisante. Même si les témoignages littéraires contemporains sont rares et peu loquaces, la constitution antonine possède une grande postérité historique. Gouverner l'Empire romain de Trajan à 410 après Jésus-Christ, sous la direction de Sylvain d'Estéphane. Chapitre 5. Commentaire de documents. Dédicace de statues impériales de l'époque théodosienne, par Gabriel de Bruyne. Corpus documentaire. Document 1. Base de statues découvertes à Mustis, Afrique proconsulaire, remployée dans la forteresse byzantine, datée de 379 à 382, AE 1968-602, pour la référence. Inscription. À celui qui étend l'Empire romain, qui dompte les peuples barbares, qui institue les lois, notre maître, Dominus, Théodose, perpétuel Auguste à jamais. Helvius Vindicianus, clarissime et proconsul de très haut rang, chargé de juger à la place de l'empereur, a érigé cette statue, avec Caius Felicius Torquatius, clarissime, son légat de la province de Numidie, toujours dévoué à sa puissance divine, Noumen, et à sa majesté. Fin de citation. Document 2. Base de statues découverte à Lepsis Magna, en Tripolitaine, sur le Forum Sévérin, daté de 379 à 395, IRT 477 pour la référence. Citation. À celui qui a étendu le monde romain et au conservateur de l'État, notre maître Flavius Théodose, pieux et heureux, toujours auguste, le conseil, ordo, des Lepsitains, dévoué à sa puissance divine, Noumen, et à sa majesté, a érigé cette statue. Fin de citation. Document 3. Base de statue découverte à Sidée, en Pamphylie, à proximité du théâtre, daté de 388 à 392. IG, grand 3, 4350 pour la référence. Inscription. Aux empereurs de toute la terre sous le soleil, triomphateurs, nos maîtres Valentinien, Théodose, Arcadius, Auguste perpétuel et Flavius Honorius, le très noble. Flavius Aetolomius Tatianus, le nom a été martelé. Clarissime, préfet des sacrés prétoires, a érigé cette statue avec la dévotion habituelle, alors que, un tel lacune, Clarissime était gouverneur de rang consulaire. Fin de citation. J'ajoute en note au livre que la lacune indique qu'un nom demeure illisible. Document 4. Base de statues découvertes à Rome, sur le Forum romain, avec 2 autres bases aux formulaires identiques dédiés à Valentinien II et à Arcadius, datés de 389, CIL, grand 6, 36 959 pour la référence. Inscription.
À celui qui a mis fin aux tyrans et aux garants de la sécurité publique, notre maître Théodose, perpétuel et heureux, toujours Auguste. Ceionius Rufius Albinus, clarissime préfet de la ville, chargé de juger à la place de l'empereur, dévoué à sa puissance divine, noumen, et à sa majesté, a érigé cette statue. Fin d'inscription. Document 5. Dédicace d'un arc de triomphe, copié à Rome au XVe siècle, et aujourd'hui perdu, daté de 402 à 408. CIL, grand 6, 1196 pour la source. Aux empereurs les plus cléments et les plus heureux, victorieux sur le monde entier, nos seigneurs Arcadius, Honorius et Théodose Auguste, comme preuve éternelle de leur triomphe, parce qu'ils ont montré que la nation des Goths était détruite pour toujours. Le Sénat et le peuple de Rome ont érigé cet arc orné avec leurs statues et des trophées pour la splendeur de leur ouvrage. Lacune. Fin de citation. Commentaire. Introduction. Si la pratique traditionnelle qui consistait à offrir des statues aux empereurs, à leurs représentants dans les provinces et aux élites locales, décline au cours du IVe siècle, elle persiste dans certaines régions de l'Empire comme l'Italie, l'Asie mineure et l'Afrique du Nord, ainsi que le montrent ces 5 dédicaces honorifiques qui appartiennent à des bases de statues ou à un arc de triomphe s'agissant de Rome, et sont adressées au pouvoir impérial à l'époque de la dynastie valentiniano-théodosienne de 379 à 455. 4 d'entre elles correspondent au règne de Théodose Ier, entre 379 et 395. La 5e au règne conjoint d'Arcadius, Honorius et Théodose II, entre 402 et 408. Ces dédicaces proviennent de Rome ou de cités provinciales des diocèses d'Afrique et d'Asie, et émanent soit de membres de l'ordre sénatorial, fonctionnaires impériaux, tels qu'ils ont été redéfinis depuis les réformes de Constantin, documents 1, 3 et 4, soit des institutions civiques de Rome et de l'Epsis Magna. Visibles dans les espaces publics des cités, ces inscriptions et les statues qu'elles supportaient exposaient aux populations le discours officiel de l'empereur, en même temps qu'elles exprimaient les attentes des dédicants. Elles s'inscrivent dans un contexte d'instabilité du pouvoir après la lourde défaite d'Andrinopole et la mort de Valence en 378, qui a contraint Gratien, de 375 à 383, âgé de 20 ans, à rechercher un nouveau membre à agréger au collège impérial, apte à défendre la partie orientale de l'Empire menacée par les Goths. Pour cela, il choisit Théodose, un officier expérimenté. Cette période correspond aussi à un renforcement de la politique de christianisation du pouvoir, de ses représentants et de la société. Dans quelle mesure l'image du pouvoir impérial et son discours de légitimation ont-ils été affectés par les multiples bouleversements politiques, religieux et militaires du dernier quart du IVe siècle? Dans cette perspective, après avoir analysé la dimension traditionnelle des titulaires du collège impérial, puis les ressorts d'une rhétorique triomphale destinée à asseoir sa légitimité, il s'agira de déterminer les raisons qui conduisirent les fonctionnaires impériaux et les élites civiques à choisir un mode traditionnel de représentation du pouvoir. Grand 1, une conception traditionnelle du collège impérial. Ces dédicaces honorifiques sont adressées soit à l'ensemble du collège impérial, documents 3 et 5, soit à Théodose Ier seul, dans le document 1, 2 et 4. Même si dans ce dernier cas, elles pouvaient être associées à d'autres bases de statuts représentant les autres Augustes, comme c'est le cas sur le Forum romain, document 4. La pratique collégiale du pouvoir remonte aux origines du Principat, mais elle est apparue comme une nécessité au IIIe siècle, pour organiser la défense de l'Empire sur plusieurs fronts en même temps. Si les Augustes ont chacun leur domaine d'intervention, Valentinien II en 375 à 392, puis Honorius 395 à 423, en Occident, Théodose Ier, puis Arcadius 395-408 en Orient, l'unité du pouvoir et de l'Empire est cependant maintenue et affirmée dans ses pratiques honorifiques. Théodose Ier est ainsi honoré de statut dans le diocèse d'Afrique, qui appartient au domaine de Valentinien II, documents 1 et 2, tout comme l'est ce dernier à Sidée, en Pamphylie, dans la partie orientale de l'Empire, document 3. L'ordre dans lequel les membres du collège sont mentionnés est également significatif. Valentinien II, âgé d'une vingtaine d'années au moment de la dédicace de Sidée, est nommé avant Théodose Ier, car il est l'Auguste le plus ancien en fonction, acclamé empereur en 375. Cette préséance institutionnelle ne reflète toutefois pas la réalité du pouvoir. De même, à Rome, Arcadius précède son frère Honorius et son fils Théodose II, 408 à 450. Les titulatures impériales conservent des titres qui renvoient aux origines du principat,
Celui d'Auguste permet de souligner la continuité du pouvoir depuis 4 siècles, de même que le prénom d'imperator, documents 3 et 5. D'autres éléments plus récents, comme le caractère perpétuel du pouvoir du prince, traduisent une conception monarchique du pouvoir qui n'a cessé de se renforcer depuis le IIe siècle. Le titre de maître, dominus, apparu dans l'épigraphie officielle à la fin du IIe siècle et employé de façon régulière à partir de la tétrarchie, est celui qui reflète le mieux cette évolution. Les innovations de l'époque valentiniano-théodosienne se trouvent davantage dans les silences de ces titulaires qui ne mentionnent plus certains fondements traditionnels des pouvoirs impériaux, comme la puissance tribunicienne. L'empereur est simplement celui qui institue les lois. Document 1. Une expression qui souligne le fait qu'il est devenu au cours du Principat l'unique source du droit. Aucune des inscriptions ne présente d'éléments spécifiquement chrétiens. Elle conserve en revanche des titres et des formules d'origine païenne, qui remontent parfois à l'époque républicaine. L'empereur est toujours pieux et heureux, Félix, une façon d'exprimer la faveur divine dont il jouit, et qui assure à la fois son bonheur personnel et celui des peuples de l'Empire. De même, bien que Gratien ait abandonné la charge de grand pontife en 382, et en dépit des lois de plus en plus sévères contre les cultes païens à cette époque, les inscriptions se réfèrent aujourd'hui au noumen de l'empereur, la puissance divine qui s'incarnait dans la personne du prince. Bien que chrétien, le pouvoir continue d'utiliser des concepts issus de la religion romaine traditionnelle pour définir la dimension surhumaine de l'empereur. Grand 2. Rhétorique triomphale et légitimité du pouvoir. La principale qualité attachée au pouvoir impérial demeure sa capacité à toujours triompher des barbares. Les populations de l'Empire attendent de lui qu'il assure la sécurité face aux menaces extérieures et intérieures. C'est l'un des principaux fondements de sa légitimité, d'où ces formules excessivement élogieuses qui insistent sur la capacité de l'empereur à repousser les frontières de l'Empire, documents 1 et 2, alors même qu'il cesse, à la toute fin du IVe siècle, de commander les troupes en campagne. Si ce genre de formule pouvait faire écho, à l'époque de Septime Sévère, de 193 à 211, à une réalité, elle ne correspond plus à des faits à la fin du IVe siècle. L'ambition impérialiste d'une domination universelle de Rome, formulée dans les dernières années de la République, est toujours un élément structurant du discours impérial. Théodose Ier est certes parvenu entre 379 et 382 à régler le problème des Goths dans les Balkans. Cependant, il n'a pu les refouler au-delà du Danube, et s'est résolu en 382 à un traité de paix et d'alliance les autorisant à s'installer dans les régions danubiennes et balkaniques. Quant à la mention très excessive d'une destruction définitive des Goths, document 5, elle peut faire référence à la victoire du généralissime Stylicon sur Alaric en 402, qui permit à Honorius de célébrer un triomphe à Rome en 404, ou à celle qu'il remporta sur Radagèse en 406. Les difficultés internes de l'Empire et la capacité du pouvoir à maintenir son unité sont également célébrées. Document 4. La destruction des tyrans, commémorée à Rome en 389, est probablement une allusion à l'usurpation de Maxime, le comte de Bretagne. Ce dernier parvient à éliminer Gratien en août 383 et se rend rapidement maître de la préfecture, du prétoire des Gaules et de l'Hispanie. Il négocie avec Valentinien II et Théodose Ier. Il parvient à se faire reconnaître comme un membre du collège impérial. En 387, cet équilibre précaire est rompu par Maxime, qui s'empare de l'ensemble de la partie occidentale de l'Empire, obligeant Théodose Ier à intervenir en 388 pour rétablir Valentinien II. Ce rétablissement de l'unité de l'Empire est peut-être célébré, à Sidée, par cette prétention des empereurs à dominer toute la terre sous le soleil, document 3. Le caractère stéréotypé de ces dédicaces impériales, qu'elles soient rédigées en grec ou en latin, et proviennent de régions relativement éloignées les unes des autres, est une autre manière d'affirmer cette unité politique. Grand 3. Les élites civiques et les fonctionnaires impériaux en représentation. Le choix d'honorer l'empereur par l'érection de statues ou d'un arc de triomphe témoigne de l'attachement des dédicants aux formes traditionnelles d'honneur qui caractérisent le modèle de la cité. Le dernier quart du IVe siècle est en effet marqué par un net déclin des honneurs statuaires qui disparaissent pratiquement au début du Ve siècle. Utiliser ce mode de représentation du pouvoir, c'est donc afficher un certain conservatisme. Pour les élites civiques de Rome et de Lepsis Magna, documents 2 et 5, ces monuments étaient aussi un moyen de rappeler au pouvoir ses devoirs envers les cités, c'est-à-dire assurer leur sécurité et garantir leur prospérité et leur autonomie municipale, bien que celle-ci n'existe plus guère que dans les discours. Dans un contexte où son influence décline, le Sénat de Rome réaffirme l'un de ses rôles traditionnels, celui d'accorder les honneurs aux empereurs. Ce corpus épigraphique montre l'implication des hauts dignitaires de l'Empire dans la représentation du pouvoir impérial. Les dédicaces de Mustis, Sidée et Rome, documents 1, 3 et 4, émanent de membres de l'ordre sénatorial, comme l'indique leur qualité de clarissime.
À Mustis, il s'agit du proconsul d'Afrique, qui demeure l'un des gouverneurs les plus prestigieux. Document 3. À Sidée, c'est le préfet du prétoire d'Orient, un personnage de premier plan, qui honore les empereurs. Réformé à l'époque tétrarchique, puis de nouveau sous Constantin, de 306 à 337, la préfecture du prétoire est devenue une fonction purement civile et le couronnement de la hiérarchie administrative. À Rome, enfin, le préfet de la ville est le plus haut représentant de l'empereur et préside le Sénat. Il s'agit donc de puissants fonctionnaires qui ont tous les trois la capacité de rendre la justice à la place de l'empereur, ce qui signifie que leurs décisions étaient en principe non susceptibles de recours. Ces dédicaces sont pour ces hauts dignitaires l'occasion de manifester leur loyauté envers les empereurs dont ils sont les représentants. Jusqu'à la fin du IIIe siècle, les statues impériales étaient surtout érigées par les communautés civiques. À partir du IVe siècle, les gouverneurs de province et les préfets du prétoire interviennent de plus en plus, profitant de ces hommages pour mettre en scène leur autorité et leur rôle d'intermédiaire entre les cités et l'empereur. Même si ce dernier occupe la première place dans les inscriptions, l'espace réservé au titre d'Helvius Vindicianus et de Flavius Antolmius Tatianus montre la concurrence qui pouvait s'établir entre eux et l'image impériale. Documents 1 et 3. Dans le cas de Tatianus, son nom a été martelé après sa disgrâce en 392, intervenu à la suite d'intrigues de cour motivées par son jugement jugé excessif, son fils Proculus détenant la préfecture de la ville à Constantinople. Conclusion. Fondamentalement traditionnelle, ces dédicaces de statues montrent à quel point les fondements de la légitimité impériale demeurent inchangés à la fin du IVe siècle par rapport au Haut Empire. Bien qu'elles apparaissent en décalage avec la réalité des difficultés rencontrées face aux barbares et aux usurpateurs, en partie parce qu'elles recourent à des formules stéréotypées, ces inscriptions témoignent du souci des souverains de cette période de s'inscrire dans la continuité du pouvoir impérial depuis 4 siècles.